Comme le titre l'indique, aujourd'hui nous allons parler du Conseil européen de l'innovation. Donc je vais faire une mini intro, je vais peut-être d'abord vous dire vos noms et après faire une mini intro sur le Conseil européen de l'innovation. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Julien Barthès et Mireille Miron, excusez-moi si je prononce très mal, mais vous me corrigerez tout à l'heure, je suis navrée. Et du coup je vais vous parler assez rapidement du Conseil européen de l'innovation pour que vous ayez le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Le Conseil européen de l'innovation, c'est un organe de financement de la Commission européenne qui a pour objectif de financer la recherche et l'innovation. Donc l'objectif dans les grandes lignes, on va dire, ça va être de financer les licornes de demain. Mais pour cela, il faut passer par des différentes typologies de financement qui vont aller du financement de la recherche exploratoire à de la recherche, on va dire, proche du marché, demande de fonds, de prise de part au capital. Et donc ces besoins qui sont différents selon le niveau de maturité de votre technologie vont se diviser sur 3 instruments. Le premier s'appelant le Pathfinder, qui va être de la recherche vraiment exploratoire. Alors je ne sais pas si vous êtes au fait de ce qu'on appelle des TRL, donc c'est Technology Readiness Level. Pour simplifier très rapidement, un TRL 1, c'est vous avez l'idée, le TRL 9, le projet, il est sur le marché, le produit est sur le marché. Donc le Pathfinder, on va être sur les premières étapes avec comme objectif d'avoir simplement une preuve de faisabilité, une preuve de concept à la clé. Et puis on va avoir le projet qu'on appelle le transition, qui porte très très bien son nom, car il doit faire la transition entre j'ai des résultats qui sont assez probants, il y a un potentiel, on va devoir pousser le développement technologique, on va commencer le business plan, donc j'ai besoin d'un financement et on va financer, si on caricature un peu, ces 2 gros axes. Et puis finalement, en dernière étape, on va dire avant la mise sur le marché du produit, on va avoir l'accélérateur, donc qui porte également très bien son nom. Et là, on va être sur un financement un peu plus particulier. On peut avoir de la subvention, mais on va aussi surtout avoir de l'equity, donc de la prise de part au capital. On va vous demander d'avoir déjà un peu attiré les investisseurs privés. Et du coup, l'objectif dans les grandes lignes aussi de cette EIC, ça va être de dérisquer des technologies qui auraient un impact énorme sur la société, que ce soit économique ou sociétal, et donc de vous aider à dérisquer ces technologies-là en vous donnant les moyens. Donc aujourd'hui, au lieu de parler en faire un cours magistral là-dessus, on va avoir 2 lauréats qui vont nous parler de leur expérience. On va avoir donc un lauréat, donc Mireille, qui est d'un EIC Transition. Donc comme je disais, qui est vraiment, on a des résultats probants et on veut les pousser. Et puis on a Julien qui va nous parler de l'accélérateur, donc des dernières étapes. Donc je vais vous laisser nous dire 2 mots sur votre entreprise et votre projet EIC en l'occurrence. Eh ben, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Bonjour. Donc moi je représente l'entreprise Golana Computing, qui est une entreprise qui travaille sur l'intelligence artificielle avec une application dans la maintenance prédictive. Donc, dans notre cas, tout a commencé très loin de l'industrie, dans un laboratoire de Grenoble, du CNRS CEA. Et on travaille sur un concept assez obscur pour nous, qui s'appelle réservoir computing. Donc c'est l'idée qu'un système physique peut traiter l'information d'une manière un peu similaire à un réseau neuronal, sans savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, c'était le point de départ. On a commencé à itérer, à améliorer, à essayer de faire fonctionner un système sur ce principe-là. Et après beaucoup d'itérations, on a réussi. Et tout ça pour se rendre compte qu'en fait, in fine, ce système-là, c'était un système qui émulait l'ouïe humain. On l'avait testé sur reconnaissance vocale. Donc on avait réussi à reconnaître la parole, et aussi à identifier la personne qui parlait. Et en fait, au moment où on a réussi, on s'est rendu compte que le traitement de signal qu'on faisait avant d'interagir avec le système magnétique, c'était un traitement de signal qui était le même que dans l'oreille, et que le système magnétique imitait les neurones biologiques dans leur fonctionnement intime. Et à ce moment-là, on s'est dit, il va falloir qu'on essaie de faire quelque chose. C'est une coïncidence qui était juste trop grande pour que ça soit un accident. Voilà. Donc on a pris le chemin de la start-up pour essayer de valoriser cette idée. Voilà. Merci. Et du coup, Julien, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots également ? Bonjour à tous. Donc moi, je représente la société 3DS Dynamics. Nous, on a inventé un nouveau procédé d'impression 3D. Donc en gros résumé, l'idée, c'était de justement passer
de ne pas laisser l'impression 3D au stade de prototypage, ce qui est le cas quand même depuis une vingtaine d'années, et vraiment de développer un procédé qui était compatible avec tous les matériaux du marché, mais déjà utilisés par les industriels. Ne pas développer des matériaux spécifiquement pour l'impression 3D, mais prendre les matériaux justement déjà utilisés par les industriels, déjà validés, et pouvoir les utiliser dans un procédé, bien sûr ce qu'on appelle nous freeform, c'est-à-dire sans aucune limite de design, mais aussi avec des matériaux qu'on peut valider. Et là, voilà, sur ce procédé, on s'est déjà axé sur tout ce qui était matériaux souples, type silicone, parce qu'il y avait très peu de solutions sur le marché. Donc avec un axe qui est majeur sur le médical, donc on travaille beaucoup avec les hôpitaux sur tout ce qui est réplique d'organes pour l'entraînement et la simulation chirurgicale. Donc vraiment tout ce qui est alternative aux tests sur les animaux et sur les cadavres. Et après justement, j'en parlerai un peu plus, je pense, dans les questions d'après, mais sur l'EIC Accelerator, le but c'est qu'on va vraiment développer toute la ligne de production médicale pour vraiment développer des implants de classe 1 à classe 3, donc jusqu'aux classes implantables. Et ce qui est aujourd'hui en impression 3D unique au monde, de pouvoir avoir ces matériaux souples silicone, mais également voilà, compatibles avec l'implantation. Et voilà, aujourd'hui, on a été créé en 2020, on est issu d'un laboratoire du CNRS. Et là, depuis juillet, on a installé à côté d'ici, à Rieux-la-Pape, et dans notre premier site industriel, donc pour monter nos lignes de production. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Du coup, je vais continuer un petit peu les questions. On va revenir sur vous. Donc, vous avez décidé d'aller sur l'EIC Transition. Donc, je vais faire un petit disclaimer sur l'EIC Transition. Il faut avoir des résultats qui sont considérés comme éligibles. Donc, si vous êtes intéressé par ces instruments, n'hésitez pas à aller à notre stand. On est là les 2 jours K01. Mais du coup, vous aviez des résultats éligibles pour aller déposer un transition. Et quelle est la démarche qui a été, on va dire, interne à votre équipe? Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que votre entreprise n'était pas encore créée au moment du dépôt. Donc, c'était sous condition. Oui, c'est exactement ça. Donc, au début, quand je vous disais on voulait aller vers l'application, on se posait la question de l'EIC Transition comme une possibilité parmi d'autres d'avoir un financement. Et on se posait beaucoup la question de la levée de fonds. Sauf qu'il y a eu la guerre en Ukraine et l'inflation, enfin post-Covid, tout, et les fonds sont très rares en ce moment. Donc du coup, le IC Transition était devenu notre seule solution. Et les résultats, ils étaient sortis d'un projet européen qui les rendait éligibles pour un EIC Transition. Donc nous, notre approche, c'était de se dire, on va essayer de se lancer avant de créer l'entreprise et utiliser cet argent-là pour créer l'entreprise, justement. Et pour ça, on s'est dit, il faut qu'on soit crédible, parce qu'en sortant d'un laboratoire, il faut que ça soit clair que même si l'entreprise n'existe pas, on a entrepris toutes les démarches nécessaires. Et donc, on est allé voir, on a bien mis le cadre de ce qu'on voulait faire, et on est allé voir les industriels, les clients potentiels, pour mettre en place les premières collaborations et sonder leur intérêt, et voir à quel point ils étaient prêts à faire un effort pour nous soutenir. Et donc, on avait déjà des accords avec plusieurs entreprises qui étaient intéressées par notre système, en principe, par l'implémentation de notre système. Voilà. Et donc, ça, c'était, je pense, un point important qui a fait que, même en tant que chercheur dans un laboratoire, on était relativement crédible et on pouvait être confiant devant le jury de l'Europe. Et oui, effectivement, le IC Transition, en fait, laisse sa chance également aux entreprises qui ne sont pas encore créées, parce qu'ils ont bien conscience qu'on est à cette époque charnière, à ce moment charnière dans le développement de la technologie. Vous avez des résultats probants, mais du coup, on a besoin d'un financement. Donc, sous condition d'avoir le IC Transition, vous pouvez vous proposer en disant, on sera vraiment dans les starting blocks pour créer l'entreprise si on est financé. Mais donc, ils sont ouverts à toute typologie, on va dire, de projets et de stades d'évolution, à condition que vous êtes bien, on va dire, dans les créneaux en termes de philosophie technologique, si je puis dire, c'est-à-dire technologie dit en rupture avec ce qui se fait actuellement, et que vous ayez bien démontré que vous avez toutes les ressources nécessaires pour, si vous êtes financé, aller jusqu'au bout du projet que vous avez proposé. Donc merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Julien, sur l'EIC Accelerator, où vous en êtes, quand est-ce qu'il a commencé et pourquoi ce choix? Voilà, donc nous, comme je disais, on a créé en octobre 2020, et donc en tant que vraiment start-up industrielle, donc qui développe du hardware, donc évidemment c'est très coûteux. Donc nous, on a fait le pari plutôt de travailler directement avec des industriels. Donc on a directement fait une première levée de fonds avec un industriel de la région Auvergne-Rhône-Alpes
pour déjà financer toute cette phase, si on parle un peu de TRL, on va dire jusqu'à TRL6. TRL6, pour nous, qu'est-ce que c'était? C'était obtenir une première version industrielle de notre imprimante 3D compatible avec la production, mais voilà, industrielle. Pas vraiment rester une imprimante prototype. Donc pour ça, on a déjà utilisé plutôt, on va dire, l'écosystème français. Donc avec les concours d'innovation type BPI. Donc comme je disais, aussi une levée de fonds, parce que ce qu'il faut bien se rendre compte aussi dans tout l'aspect subvention, c'est que les subventions doivent être adossées à des fonds propres. Donc on peut pas, voilà, dans la stratégie de financement, on ne peut pas décorréler l'aspect subvention de l'aspect fonds propres. Donc nous, on a fait les deux en même temps. Et suite aux bons résultats qu'on avait obtenus donc avec le programme iLab et les premiers retours clients assez prometteurs, on a décidé vraiment d'aller sur un EIC Accelerator pour financer toute cette phase d'industrialisation. Oui. C'est-à-dire voilà, développer des lignes de production pilote, emménager dans nos premiers locaux industriels. Et là, voilà, on va dire, on avait atteint... là, on était sur plutôt des grosses phases de financement. Voilà, enfin, on est autour, je pense, de à peu près entre 8 et 10 millions pour tout monter l'activité. Et là, on arrivait un peu à la limite aussi du processus français, on va dire. Et là, il y a cet EIC Accelerator. Bon, moi, je connaissais de ma précédente société où ça s'appelait avant SME Instrument. Oui. Et voilà, là, on avait, en fait, on pouvait coupler les deux, c'est-à-dire ce que vous appeliez tout à l'heure, voilà, le blend finance, c'est-à-dire qu'on a une partie subvention qui va financer toute la partie de l'innovation, donc qui est axée sur 24 mois. Et ensuite, une partie qu'on va avoir en equity avec l'Europe, donc qui va prendre des parts au capital. Bien sûr, l'Europe n'est pas un lead investor, donc ça doit aussi être adossé à un autre co-investisseur. Donc nous, on a commencé le projet, on a été lauréat en décembre 2022. Et donc on a commencé officiellement le projet en mai dernier. Et en parallèle, donc là, on a commencé tous les développements et on est aussi en train de finaliser la levée de fonds justement avec un co-investisseur et également avec l'Europe. Donc voilà, on est en plein dedans. J'imagine bien. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est vrai que pour donner un ordre d'idée des budgets, en fait, le transition, donc on est sur un budget à 2,5 millions par projet. Pour l'accélérateur, alors le côté grande, côté subvention, c'est 2,5 aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et côté, du coup, equity, donc prise de part au capital, je crois que ça va jusqu'à 10 millions, si je ne dis pas de bêtises aussi. Je ne suis pas experte accélérateur. Il y a mon collègue qui est au stand aussi, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller le voir. Et pour le Pathfinder, même si là, aujourd'hui, on n'a pas de lauréat, c'est toujours bon à savoir, on est sur des budgets de 3 à 4 millions en général par projet, avec des règles d'éligibilité un peu particulières, mais pour les détails, ça, on verra si vous venez nous voir directement. Donc du coup, vous avez un blended finance, vous avez les deux typologies, et vous, c'est, il me semble, un budget à peu près de 2,5 millions aussi sur 2 ans ou 3 ans 2 millions. 2,5 moins 1 euro. Oui, vous avez fait 99 habituel pour rester dans les clous. D'accord, parfait. Et j'avais une petite question aussi sur votre parcours. Alors en fait, si on comprend bien, vous êtes tous les deux des chercheurs en termes de carrière et vous êtes allés vers l'entrepreneuriat. Comment ça s'est passé respectivement? Vous avez mentionné que vous aviez une autre entreprise avant, donc peut-être que c'était vraiment pas une nouvelle aventure pour vous, mais est-ce que pour vous, Mirai, c'était complètement nouveau d'avoir une start-up? Si vous aviez un petit retour là-dessus. Alors oui, c'était complètement nouveau, mais enfin, on baigne un peu nous, on était dans un laboratoire où il y avait beaucoup de startups qui étaient créées, donc on voyait ça beaucoup autour de nous, et une partie de nos résultats était déjà valorisée par une startup. Donc en fait, on n'était pas très loin de ce milieu-là. Et puis, il arrive à un âge où on a envie de faire des choses plus, qui touchent directement le monde réel, en fait, un peu plus que la recherche, un peu de plus près, et c'est la voie la plus simple. Tout à fait, effectivement. Et vous, Julien, du coup? Moi, oui. Moi, j'ai un doctorat. Je travaillais à l'INSERM pendant 5-6 ans. Et après, avant de créer la société, j'étais déjà parti dans une start-up plutôt dans le médical, où là, je m'occupais vraiment du développement du produit, du laboratoire jusqu'à la mise sur le marché. Et en fait, la création de la société, c'est un peu, comme je dis toujours, c'est plutôt une histoire de réseautage et de collaboration. C'est qu'on a commencé à collaborer avec, on va dire, l'écosystème. Moi, j'étais à Strasbourg, mais justement, on travaillait beaucoup avec le laboratoire du CNRS à Lyon. Et dans ma précédente société, on avait mis en place tout cet aspect d'implant personnalisé. Et suite à ça, en marge du projet où on travaillait avec les laboratoires, il y a eu ce procédé qui a été découvert. Et donc là, j'ai décidé justement de quitter ma société et passer de l'autre côté entrepreneur. Voilà, avant, j'étais l'équivalent de directeur technique. Et après, j'ai voulu me lancer dans la partie entrepreneuriale. Ouais.
D'accord. Et du coup, est-ce que au moment des évaluations, on vous a un peu questionné là-dessus? Bon, vous, comme vous aviez déjà un background dans ce milieu-là, donc peut-être qu'ils n'ont pas particulièrement mis le point dessus, mais est-ce que, Mireille, lors de l'évaluation, parce qu'il faut savoir, pour l'EIC Transition, la deuxième étape, c'est un oral, donc on peut être challengé sur des questions bien particulières. Est-ce que, justement, ils vous ont un peu challengé sur la question, du coup, vous êtes un chercheur, vous allez devenir potentiellement CEO, comment ça va se passer? Oui, bien sûr, et ça c'est un grand classique, on va dire. Si vous êtes chercheur, il ne faut pas hésiter. Pour moi, c'est un non-sujet. Si on maîtrise le sujet de ce qu'on fait, il n'y a pas de raison d'hésiter. Après, nous, on a essayé un peu de surcompenser en étant très très bien préparés pour les questions justement de marché, les questions pratiques, les questions... Voilà, on sentait qu'ils allaient poser des questions là-dessus, et c'était vrai, ils ont posé des questions là-dessus. Oui. Nous, de notre côté, on avait aussi un oral à la fin, voilà, c'était épreuve écrite et après oral. Mais c'est vrai que typiquement, la dernière phase d'interview pour l'EIC Accelerator, c'est globalement un panel de CEO et d'investisseurs. Oui. Donc on parle très peu technique. Et là, on parle plutôt de mise sur le marché, de stratégie financière. Ce qui est un peu normal parce que, comme on le dit toujours, et pourtant c'est un ancien chercheur qui le dit, on peut avoir la meilleure technologie. Si on n'a pas le bon marché et si on n'a pas la bonne stratégie derrière, au final, on reste quand même cantonné plutôt à la phase laboratoire. Donc oui, on s'était bien préparé. Et je pense que quand il y a le montage aussi d'une start-up comme la nôtre, il faut aussi bien s'entourer. Voilà, ne pas penser que tout dépend uniquement de la technique. Et vraiment s'adosser aussi à des gens qui ont une expérience de l'industrie, qui ont travaillé dans différents domaines. Et pour tout ça, il y a aussi tous les conseils stratégiques qu'on met en place avec des experts du milieu. Et au final, c'est une remise en question permanente. Et c'est, je pense, l'intérêt aussi des startups aujourd'hui, c'est cette agilité pour pouvoir aussi pivoter d'un marché à l'autre, si le besoin s'en fait sentir. Donc, mais oui, le parcours est assez... L'EIC Accelerator, ça nous a pris 1 an et demi globalement pour l'avoir. Oui, il faut savoir que ce sont des appels très compétitifs, l'accélérateur étant très compétitif également, avec plusieurs phases d'évaluation. On a une short proposal, une full proposal. Après, on a un oral avec, il n'y a pas de notation, c'est des go-no-go, donc ça passe ou ça casse. Donc des fois, ça demande des redépôts. Les transitions, pareil. Et les Pathfinder également, mais parce qu'aussi ce sont des financements, alors pas pour l'accélérateur, pour la partie grant c'est 70% il me semble de remboursement. Le taux de remboursement pour le grant de l'accélérateur c'est 70%, ce qui reste quand même un très très beau taux. C'est-à-dire que sur le montant que vous demandez, on vous rembourse 70%. Mais le transition et le Pathfinder, ce sont quand même des financements à 100%. Entreprise ou pas, on sait que dans les projets européens, pour ceux qui connaissent, il y a certains projets qui sont à 60% pour les entreprises et à 100% pour les organismes publics, mais là, il n'y a pas de distinction. Donc ce sont des projets qui sont très demandés, mais en même temps, quand on les a, on est bien content parce que on a mis le pied dedans, donc on connaît la culture et après, ça s'enchaîne plus facilement. Je ne dis pas de façon évidente non plus, mais plus facilement. Donc voilà, et j'avais une question, du coup, pour monter ces projets, est-ce que vous avez fait appel à des boîtes de consulting? Est-ce que vous aviez des services qui étaient chargés de ça, etc. Parce que c'est quand même des gros dossiers qui demandent un certain temps, mais aussi technique. Donc voilà, comment avez-vous fait? Mireille, si vous voulez connaître. Nous, on a fait appel à des consultants, ce qui n'était pas... En fait, il y avait 2 consultants qu'on avait pris, dont un qui n'a pas été très utile du tout. Voilà. Et en fait... Il ne faut pas s'attendre à ce que les consultants créent le fond du contenu, parce que en tout cas moi ça n'a pas été le cas. Par contre, ils ont aidé sur la forme, sur certains aspects qui, dans un environnement compétitif, peuvent être critiques. Il vaut mieux avoir aussi les détails qui sont bien ficelés. Mais le fond, ça dépend de vous. Si vous, voilà, le plus important, je pense, c'est pas la forme, ça reste le fond, mais la forme, elle compte aussi, quoi. Voilà. Nous, on s'est aussi fait accompagner par un consultant, donc je partage l'analyse. Le fond, après, c'est notre société aussi, donc c'est à nous de défendre notre innovation. Après, je ne connais pas le dossier pour l'EIC Transition. Pour l'EIC Accelerator, c'est quand même un dossier qui est lourd, un peu redondant, il faut être honnête, qui ne se lit pas très bien. Et il y a beaucoup de wording, et je pense que l'aspect d'un consultant, c'est de pouvoir prendre un peu de recul. Voilà. Et nous, ça nous a bien aidé. On a aussi...
Enfin, nous, la première fois, on a été entre guillemets retoqué et on l'a eu à la deuxième fois. Et c'est vrai que l'aspect wording, mettre l'accent sur certains aspects plus que d'autres, ça c'est peut-être la chose qu'un consultant peut apporter dans le process. Oui, effectivement. En plus, si je dis pas de bêtises, alors peut-être plus maintenant, parce qu'il y a eu des changements en termes de template pour le IC accélérateur, mais avant, c'était plusieurs centaines de pages, si je dis pas de bêtises, à compléter et qui s'est généré automatiquement via le formulaire. Mais je crois que nous, c'était 170 pages. Ouais, voilà, ce qui est déjà énorme. Mais des choses très rébarbatives. Voilà, ça se répète pas mal. Alors que sur le transition, si je dis pas de bêtises, on est à 20 pages. 20 pages, c'est ça, hein. Parce que comme j'ai aussi Pathfinder, des fois Voilà, donc il y a des avantages et des inconvénients. Alors, 170 pages, on peut se dire c'est beaucoup, on va devoir se répéter. Et 20 pages, en même temps, il faut être très synthétique. Parce que faire tenir un projet à 2,5 millions de 2-3 ans dans 20 pages, c'est un vrai challenge. Donc effectivement, ça vaut le coup parfois de se faire accompagner, à vous de trouver les personnes qui vous correspondent, les consultants qui vous correspondent. Ça, c'est un travail qui est à voir selon le feeling que vous avez aussi avec l'entreprise en question. Et les besoins que vous avez. Je pense que si vous parliez de wording, pour le transition, il commence à y en avoir, mais on est quand même sur un niveau où le développement technologique est encore plus au cœur au moment de l'oral et même au moment de l'écrit, parce qu'on sait très bien que vous êtes à un TRL 4, donc ça veut dire que vous avez une validation en laboratoire, on a encore un grand chemin à faire. Il faut avoir quand même une idée du marché à long terme, mais ils savent très bien qu'entre la réalité et les plans, il y a toujours des changements. Ils veulent juste avoir une vision et être rassurés que vous y avez réfléchi, que vous avez des plans, mais donc du coup ça demande un wording peut-être plus proche de celui d'un Pathfinder, en tout cas au moment du dépôt. Après il y a un suivi qui est différent. Et du coup, en parlant de suivi, alors ça fait pas très longtemps que vous avez commencé vos projets, donc peut-être que vous n'aurez pas de réponse, mais est-ce que vous avez des interactions avec une personne, par exemple un project officer ou un project manager, donc c'est des personnes qui sont à la Commission européenne et qui s'occupent des projets, donc on est censé, quand on a un projet, avoir un project officer qui est une personne physique, qui est référent pour notre projet. Est-ce que vous avez des interactions? Vous êtes plutôt un peu, si je puis dire, en roue libre, et on vous check tous les 18 mois, ou est-ce qu'on a quand même un petit suivi qui est effectué? Pour ma part, oui, on interagit beaucoup. Plutôt de notre fait, parce qu'il y a beaucoup de questions. Les délais sont très serrés. Enfin, pour un projet de cette ampleur, on doit le mener en 2 ans. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc on va dire, on questionne beaucoup notre project officer. Et vous avez pas mal de réponses, du coup la personne est assez... ça répond dans la journée, donc on est content. C'est très, très réactif. Vous avez un bon suivi. On a un bon suivi, ouais. Ok. Et qui est un expert de votre thématique, si je dis pas de bêtises. C'est quelqu'un en tout cas qui connaît dans les grandes lignes votre domaine et votre marché ou pas particulièrement. Plutôt quelqu'un qui est plutôt sur le déroulé administratif, d'accord, je dirais, du projet. Ok, c'est pas project manager, c'est un project officer. Ok. Du coup, c'est bon à savoir. Et du coup, Mireille, est-ce que vous avez un retour? Nous, pas tant que ça. On avait, pendant la mise en place du Grant Agreement, on était en interaction très régulière. Et depuis, ça a commencé il y a 6 mois. Oui. Donc peut-être que ça viendra. Voilà. Mais pour l'instant, on nous laisse avancer. Ok, super. En tout cas, si c'est positif, dans tous les cas, c'est le plus important. Et même si ça fait pas longtemps que vous êtes dans vos projets respectifs, si vous aviez un point positif et un point de difficulté à proposer et à présenter au public pour qu'ils aient une idée, qu'est-ce que ce serait par hasard? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un point négatif, mais non, il y en a. Non, le point positif, c'est quand même, ça nous permet vraiment une accélération dans la phase de recrutement, dans la phase de développement technologique. Donc, et ça fait partie des projets les mieux subventionnés, les plus compétitifs en Europe, mais par contre les mieux subventionnés. Aujourd'hui, une partie subvention à 2,5 millions pour monter une activité, c'est du jamais vu. Donc, même si il y a quand même des dispositifs avec les deep tech qui se met aussi en France. Donc, je veux dire, c'est un peu l'un ou l'autre, parce que souvent on peut pas faire les deux. Et je dirais le point négatif, c'est plutôt dû à notre activité à nous. C'est en tant que société qui développe du hardware, faire un projet comme ça en 2 ans. Aujourd'hui, les délais des sous-traitants, nous, pour obtenir une machine, c'est 35 semaines. Oui. En travaillant dans le médical, la composante réglementaire, aujourd'hui, trouver des consultants ou même des responsables réglementaires, faut se lever très tôt. Parce qu'il y a beaucoup de grands groupes aussi, évidemment, avec tous les changements qu'il y a dans la réglementation en ce moment, qu'on recruté toutes ces personnes-là. Et les recrutements sont devenus très chers pour une société à notre échelle. Donc je dirais que c'est plutôt la temporalité. Donc ça, c'est des choses qu'on discute beaucoup avec l'Europe, mais aussi sur d'autres projets. Hein. De se dire aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, faire un développement hardware total en 2 ans, ça devient quasiment impossible.
rien qu'au niveau des délais des sous-traitants. Oui. Voilà. On peut dire guerre en Ukraine ou autre, ça c'est pas à moi de le dire, mais par contre, oui, c'est devenu un gros problème. Et après, nous, on est assez chanceux sur le côté co-investisseur. Mais c'est vrai que pour des sociétés comme nos hardware, aujourd'hui, l'investissement se fait beaucoup plus dans le digital que dans le hardware, malgré, je fais mon petit pic aujourd'hui, mais malgré les grandes annonces qu'on a sur la réindustrialisation, aujourd'hui, on le voit plus dans l'aspect subvention, mais beaucoup moins dans l'aspect capitaux privés, on va dire. Ok, merci de cette réponse. Et du coup, est-ce que point positif, point négatif? Pour moi, je ne vais pas parler de la chance incroyable d'avoir un financement en subvention de ce type-là qui nous a permis de se lancer. Je parlais des choses pratiques. Pour nous, en tout cas, le point positif, c'est l'ancrage dans la réalité nous a permis de sortir du laboratoire et aller dans des usines pour vraiment être au contact de la réalité de nos futurs clients. Et c'est aussi le point négatif parce que ça amène un set de difficultés qu'on ne connaissait pas avant. Dans un laboratoire, on contrôle les conditions. Dans les usines et dans l'industrie, pas trop. Donc c'est un set de challenge qui est complètement différent de ce qu'on connaissait avant. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et il faut savoir, alors notamment pour les lauréats Pathfinder et Transition, ça on pourra en parler, mais qu'il y a des formations qui sont données par la Commission européenne, par des établissements qui sont en partenariat avec la Commission européenne pour justement former les projets Transition, Pathfinder, qui n'ont pas encore la culture peut-être business et la culture recherche de clients, etc., et qui voudraient se former. Et donc, c'est des formations qui sont vraiment offertes et qui sont en nombre limité. Mais dès qu'on est lauréat, en fait, on a accès à des réseaux, on a accès à des formations. En soi, on ne vous contacte pas particulièrement, mais si vous contactiez la Commission, je suis sûre qu'ils vous répondraient assez rapidement et vous mettraient en contact. On reçoit des annonces. Voilà, j'imagine vous devez recevoir des appels à candidats. Est-ce que vous voulez participer à telle ou telle formation? Donc, on vous laisse pas dans le coin en vous disant bon, ok, vous avez passé l'évaluation, vous êtes top, on vous revoit dans 3 mois. Là, c'est vraiment, on fait un suivi régulier. Et du coup, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui hésiterait à se lancer dans les projets européens, lequel ce serait, par exemple, pour les booster un point? Je ne sais pas si je suis en position de donner de conseils. On va essayer au pire. Mais oui, donc je pense que si vous croyez vraiment à votre projet, allez-y. Enfin, il n'y a pas de... Si vous ne croyez pas, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc si vous n'êtes pas convaincu, je pense que ça peut être une perte de temps parce que faut être convaincant, il faut être convaincu. Donc voilà, mais si vous êtes convaincu, faut essayer, je pense. C'est une chance qui est quand même incroyable. Merci. Le conseil que je pourrais donner, c'est déjà, même si on est une jeune société, il ne faut pas hésiter à candidater, parce que nous, on n'a que 3 ans, donc ce qui est assez jeune pour avoir le IC Accelerator. Mais au final, si les développements sont prometteurs, il ne faut pas hésiter. C'est quand même une image au niveau européen qui est quand même majeure. Donc pour des sociétés comme nous, ça attire aussi des investisseurs. Ça permet de financer les développements, donc d'aller plus loin que ce qu'on aurait pu espérer. Mais par contre, petit point, pas négatif, mais qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est lourd comme dossier. Donc c'est intéressant de dédier quelqu'un pour monter ce projet et pas croire que même si on a un consultant, tout va se passer naturellement, exactement. Non, ça demande beaucoup d'implication et même sur le IC Accelerator, sur l'aspect business model, sur l'aspect développement futur. Voilà, ça demande vraiment de se poser les bonnes questions, mais ça permet vraiment de structurer aussi la future activité industrielle de la société. Donc faut pas hésiter, mais ça prend du temps. C'est très bien, il faut rester pragmatique quand même dans les conseils. Merci beaucoup à vous deux. Donc, pour faire un petit résumé, parce que je me suis pas présentée, mais du coup, je suis point de contact national. Donc, pour tous les instruments que je viens de vous citer, Pathfinder, Transition, Accélérateur, il y a des points de contact nationaux. Il y en a dans tous les pays. Et nous, on a un stand aujourd'hui qui est K01. Et donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à venir nous voir. On a des petits flyers que vous pouvez prendre et vous renseigner, nous recontacter. Et le Conseil européen de l'innovation, il faut savoir que c'est vraiment qu'une seule partie d'un gros programme cadre de la recherche et de l'innovation européenne qui s'appelle Horizon Europe. Et il y a des points de contact nationaux pour toutes les thématiques. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que le Conseil européen de l'innovation, il y a aussi le numérique, il y a aussi tout ce qui est énergie, bio-environnement, etc., qui sont là pour répondre à vos questions. Et on est là donc sur les 2 jours. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir, qu'on réponde à toutes les questions pratiques. Donc voilà, et merci à vous deux d'être venus et d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup.